Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Fidèles téléspectateurs, bienvenue et merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de Bienvenue à bord qui est consacré toujours dans les domaines des transports fluvial et pourquoi pas maritime. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital de la sûreté et de la sécurité des navires. Où en sommes-nous pour les naufrages en République démocratique du Congo particulier et en général pour toute l'Afrique? Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. Mais avant de les recevoir, je vous demande d'abord de suivre la rétrospective du ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements. La semaine débute par ses itinérances habituelles. Le ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements était lundi 7 février 2022 au secrétariat général de son ministère. Arrivé à 8 heures passées de quelques minutes, Chéribin Okende a été accueilli par le secrétaire général et quelques directeurs déjà à leur poste de travail. Une habitude appréciée par Chéribin Okende lors de son passage. Le numéro 1 des transports a aussitôt pris la place dans son bureau des circonstances avant d'indiquer au secrétaire général l'objet de sa visite de travail. Après lecture des traitements de quelques dossiers, le ministre a convoqué une réunion à l'intention du directeur chef de service au sein de son administration. Chéribin Okende est revenu sur plusieurs points, notamment la performance et la régularité au travail, ainsi que les efforts dans la mobilisation des recettes. Toujours la même journée de lundi, Théophile Kouloué, gouverneur intérimaire du Sud Kivu, est venu solliciter auprès du ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements le déploiement de bus Transco dans sa province. Ensuite, le ministre a clôturé sa journée de lundi par la délégation syndicale du ministère des Transports qui a profité de sa visite. Ils ont lu un mémo devant les patrons des transports en formulant plusieurs propositions, notamment les réaménagements techniques des cadrés, agents et la création de la direction des désenclavements au sein de l'administration. Le ministre a indiqué que certaines propositions étaient déjà en cours de traitement avant qu'elles ne figurent dans les mémos. Le mardi 8 février 2022, à Kinshasa, s'est tenue la cérémonie de signature du contrat de production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Présent à cette cérémonie, la vice-première ministre et ministre d'Environnement, Eve Bazaïba, la représentante personnelle du Premier ministre, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, autorité contractante, posé sa signature avec Marc Chambour, le directeur général de l'entreprise, Autodias, qui a gagné les marchés à l'issue des longues procédures aux passations des marchés publics. Le spécimen des nouveaux permis de conduire a été remis au représentant du Premier ministre qui, à son tour, l'a remis au ministre des Transports. Selon Chéribin Okende, cet événement montre que le gouvernement Sama Lukonde est déterminé à mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Notons que, avant le début de la deuxième trimestre 2022, tout Congolais qui avait en aura son permis de conduire. Et à ce qui concerne le prix, Chéribin Okende confirme qu'un arrêté sera mis en place entre les ministères des Transports et des Finances pour fixation des prix de permis de conduire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous les sujets liés à la sûreté des transports maritimes. Beaucoup de naufrages constatés en Afrique. Quelles sont les causes probables de ces naufrages? Jusque-là, le secteur est très flou. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus le directeur général de l'école de navigation. Je vois sur bien sûr un expert en voie d'eau. Alors il est avec nous. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame Patricia. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue
à ces nouveaux numéros de Bienvenue à bord. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi, une fois encore, d'être avec vous pour pouvoir édifier vos téléspectateurs sur des questions très importantes sur le domaine de la navigation par voie d'eau. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons aborder le sujet très sensible qui est lié aux sûretés et sécurité des transports maritimes, surtout des navires. Il y a plusieurs navires qui se passent. Alors nous voulons d'abord savoir avec vous c'est quoi la sûreté et la sécurité des navires. Merci beaucoup encore Madame Patricia. Ce sont des questions très importantes. Ce sont même des questions de l'heure. Et surtout pour la Commission internationale du bassin du Congo au Bangui Sanga que je représente, qui est à l'origine de cette école dont je suis à la tête, l'école de navigation. La sécurité et la sûreté des navires sont deux mots, mais qui sont des concepts vraiment différents, effectivement. La différence entre les deux mots, même si les deux sont des concepts de prévention, mais ils sont différents. C'est quoi la sûreté des navires? On parle de sûreté des navires comme le mot en anglais, en fait, on parle de security. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre entre security en anglais et puis sécurité en français. En fait, la sûreté des navires, c'est la prévention des actes illicites contre les navires et contre les installations portuaires. Je dis bien la prévention des actes illicites. Quand on parle des actes illicites, ici on voit les actes de sabotage, on voit les actes de terrorisme, on voit tous les actes malveillants contre, ça peut être contre un pays, effectivement, en attaquant normalement ses installations portuaires, ou bien en utilisant les bateaux, donc les navires, pour pouvoir attaquer un État, ou bien pouvoir détruire. Ouais. Donc dans sûreté, on voit en fait normalement cette envie de détruire. Donc on parle des actes illicites. Par contre, la sécurité, c'est autre chose. En fait, ici, quand on dit sécurité en français, ici c'est la prévention des accidents. Voilà. Donc, donc un côté, c'est prévoir les actes illicites, les actes de terrorisme. Ici, par contre, en sécurité des navires, on parle ou bien de la sécurité de la navigation, on va parler ici normalement de la prévention des accidents. Donc nous allons mettre des moyens appropriés pour pouvoir prévenir normalement les accidents à bord des bateaux qui naviguent à bord des bateaux et des navires qui naviguent dans nos eaux. Voilà un peu la différence entre les deux. Donc sûreté qui est pour pouvoir prévenir les actes de banditisme, d'illicite, et l'autre c'est pour pouvoir prévenir les accidents à bord. Voilà un peu la différence entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise la sûreté et la sécurité des navires? Parce qu'il y a d'autres navires qu'on fait leur lecture par les leaks ou bien par les leaks intérieurs ou bien extérieurs qui caractérisent ça, ou bien c'est la manière dont l'entreprise organise pour prévenir la sécurité. Ok, on va parler de la sécurité premièrement, effectivement. La sécurité, comme j'ai dit, c'est la prévention des accidents. Et quand on parle de la sécurité de la navigation, parce que il faudrait bien que nos téléspectateurs puissent normalement comprendre, parce que beaucoup parlent de sécurité de la navigation et souvent on ne comprend pas de quoi il s'agit. En fait, la sécurité de la navigation, c'est deux choses. C'est le bâtiment, qui est le bateau ou bien le navire, et puis la voie. Oui. Donc, maintenant on va parler de la sécurité du navire ou du bateau.
La structure du bateau, quand on regarde le bateau, on voit le bâtiment lui-même. Ok, en grosso modo, on voit la coque. Ok, et puis on voit les infrastructures, donc les infrastructures. Non, on voit l'infrastructure qui est la coque. Ok, on voit comment cette coque est construite, le compartimentage. Et les équipements, les moteurs qui sont appelés à pouvoir normalement faire avancer cet outil très important dans le transport par voie d'eau. Donc, on doit sécuriser effectivement ce bateau. Mais dans le bateau, effectivement, on trouve, à part les équipements, on trouve les hommes, le personnel qui doit conduire le bateau en toute sécurité. Donc la sécurité du navire, effectivement, c'est le bâtiment avec tout ce qui est à l'intérieur, y compris les navigants. Et donc nous devons maintenant amener à ce que tout ce tout-là puisse normalement travailler en symbiose et prévenir tout ce qui peut arriver. Vous savez que aujourd'hui les accidents, puisque c'est la prévention des accidents, les accidents arrivent pourquoi? Soit peut-être que le bateau est en mauvais état, soit peut-être que l'équipage, donc le personnel qui a amené à pouvoir conduire ce bâtiment n'est pas formé, n'est pas professionnel, n'a pas les formations de base qu'il faut, soit l'équipement qui est à bord ne fonctionne pas de façon correcte et réglementaire. Et l'ensemble de tout cela va amener en sorte que le bateau soit en insécurité, donc le navire soit en insécurité. Donc maintenant, nous devrons travailler sur chaque élément pour que le tout puisse normalement être sécurisé. Voilà ce que je peux te dire par rapport normalement au bateau. Donc le bateau, c'est pas le luxe. Effectivement, le luxe fait partie aussi de la sécurité. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à bord, il faudrait qu'ils soient à l'aise. Parce que les navigants, le personnel à bord, ils travaillent dans des conditions extrêmes. Parce qu'ils sont sur un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, qui est l'eau. Ok? Donc étant sur l'eau, ils sont déjà stressés dès le départ. Donc il faudrait les mettre dans de bonnes conditions de travail. Et les bonnes conditions de travail, c'est ce que vous avez dit, il faut qu'ils aient quand même un petit luxe, un petit confort à bord. Il faut leur faire le confort. Donc le confort fait partie de la sécurité. Parce que s'il n'y a pas ce confort-là, ils vont travailler toujours stressés. Ils vont avoir peut-être, imaginons qu'ils ne dorment pas bien parce qu'il est sur un lit. Donc mal fait, un mauvais lit, et puis il ne dort pas bien, et le lendemain il va faire le quart, il doit conduire le bateau et il n'a pas bien dormi. Donc la conséquence c'est quoi? C'est les accidents. Il va dormir à la barre. Ouais. Donc le luxe fait partie. Bon, luxe, pas luxe, quand je dis luxe, c'est pas de façon extravagante, hein? Donc au moins un minimum d'habitabilité. Parce qu'à bord, on parle de l'habitabilité. Okay. Okay? Ce minimum d'habitabilité fera en sorte que le personnel soit toujours au top de son service et puisse contribuer à la sécurité de la navigation. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir ces biens illicites que vous avez cités pour la sûreté? Ouais. Maintenant, pour la sûreté, effectivement, donc pour faire la différence, parce qu'on a parlé ici de la prévention des accidents, pour la sûreté, les actes illicites, c'est quoi? C'est un exemple des actes de terrorisme. Ouais. Ok, c'est les actes de banditisme avec des intentions peut-être normalement de prendre en otage un équipage pour pouvoir normalement en demander des rançons par exemple. Et c'est ce qui passe, la majorité des temps. Ce sont des actes de piratage. Ok. Aujourd'hui, on parle beaucoup de piratage maritime. Ouais. Bon, ça aussi c'est un concept, il faudrait un peu expliquer.
Parce que quand on parle du piratage, le piratage se passe en haute mer, dans des zones vraiment de non-droit. Bon, aujourd'hui, malheureusement, dans nos États, nous assistons aux actes de piratage dans nos ports, dans nos rades. Et là, nos rades devaient être peut-être sécurisés aujourd'hui. Nous avons peut-être des problèmes de sécurité. Effectivement, là, on parle de la sûreté. Donc, il faut sécuriser. Okay, il faut mettre des moyens pour pouvoir nous protéger, pour éviter que les bandits, les terroristes puissent venir normalement s'accaparer des outils. Parce que ici, effectivement, quand on parle de sûreté, on voit le bateau et puis on voit les installations portuaires. Ouais. Donc on sécurise le bateau et on sécurise normalement les installations portuaires. Mais par contre, quand on parle de la sécurité, on voit ici normalement la voie d'eau. On parle de la sécurité de la navigation, on voit la voie d'eau et puis on voit normalement le bâtiment. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Donc il faut, et les actes illicites, c'est du banditisme, de grand banditisme, donc des gens qui sont mal intentionnés, qui vont venir soit pour des fins économiques, vont venir normalement prendre en otage un bateau ou un navire, ok, pour pouvoir demander des rançons, pour se faire de l'argent. Hein? Et c'est ce qui arrive beaucoup dans nos zones. Et aujourd'hui, avec le Bureau maritime international, a recensé jusqu'à aujourd'hui donc près de 4000 actes illicites dans le monde en ce moment. Vraiment, 4000 jusqu'à ce jour, c'est énorme, énorme. Donc il faut vraiment aujourd'hui faire attention, il faut vraiment mettre les moyens pour pouvoir prévenir effectivement ces actes illicites. Donc il faut rendre nos bateaux plus sûrs. Hein? Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Merci. Et comment expliquez-vous tant de naufrages dans plusieurs lacs, océans, fleuves, surtout en Afrique, et de la manière répétitive? Quelles sont les dispositions que vous prenez? C'est par rapport à la sûreté ou bien à la sécurité qui fait que ces naufrages puissent être répétitifs? Normalement, les naufrages, on va dire à 90%, à 98%, c'est la sécurité. Hein, c'est la sécurité de la navigation. Vous savez, aujourd'hui, un élément très important que j'attire l'attention ici de nos téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent, le problème des accidents à bord des bateaux est d'abord, premièrement, on voit l'homme en fait. C'est l'homme. L'homme, le personnel. Le personnel. Hein, le personnel. Parce que le personnel, quand il n'est pas qualifié, il ne connaît pas. Moi, il n'a pas les bases. Parce que le personnel, c'est le personnel comme j'ai décrit. Hein, la sécurité des bateaux, c'est l'élément principal qui est le bateau lui-même qu'il faut entretenir. Il faut conduire. Donc il faut le conduire. Pour le conduire, il faut des hommes qui savent conduire, qui savent ce qu'il faut. Donc vous allez me rassurer que dans les secteurs de navigation, il n'y a pas de recommandations? Non, si. Si, il y a beaucoup de recommandations. Je vais à venir. Heureusement, merci beaucoup parce que votre question que vous me posez en tant qu'expert et puis en tant que directeur de cette école régionale de navigation, je peux vous dire beaucoup de choses. Et en tant que normalement représentant de la Commission internationale du bassin du Congo, qui est là auprès des États pour pouvoir aider les États à mettre en place une réglementation pour pouvoir effectivement prévenir ces accidents. Donc à bord, pour pouvoir sécuriser nos pays par rapport effectivement au domaine de la navigation par voie d'eau. Ici nous parlons de voie d'eau intérieure. Effectivement, l'homme, comme je disais, l'homme est l'un des principaux problèmes aux accidents parce que quand il n'est pas bien formé, okay, il ne va pas bien entretenir le bâtiment. Surtout ça. Il ne va pas bien conduire le bâtiment. Il ne va pas bien lire les signaux. Et surtout dans notre domaine de navigation intérieure, il y a beaucoup de signaux. Ok, beaucoup de signaux, donc il y a beaucoup de signaux qui sont là, les balises qui sont là qu'il faut savoir lire parce que ça t'interpelle.
Le navigant, donc le personnel qui est là, le commandant qui est là, il doit lire, il doit savoir lire. S'il ne sait pas lire et qu'il interprète mal le signal, il va aller échouer quelque part sous les roches. Est-ce qu'on peut savoir c'est des signaux? Même des signaux? Oui, on appelle ça en fait, les signaux de navigation, les balises. En fait, ce sont les balises qui t'interpellent, qui te guident en fait au moment. Hein? Donc tu as un signal qui te dit bon, il faut serrer la côte. Donc il faut serrer la rive. Il y a des signaux qui te disent il faut laisser de serrer la rive. Il faut prendre. Il y a des signaux qui t'interpellent pour te dire normalement attention, il y a un danger devant. Il faut changer de route. Vous voyez, c'est très important qu'un navigant puisse normalement savoir. Et pour le savoir, il faut venir normalement à l'école de navigation pour pouvoir apprendre. Donc le problème, comme vous avez posé la question, votre question c'était pourquoi beaucoup d'accidents. Oui. Donc la principale personne, la première des causes, c'est l'homme, la formation. Et puis une des causes, c'est maintenant l'outil, qui est le bâtiment lui-même. Parce que nos bâtiments, quand vous les regardez, ils sont en mauvais état. Mais aussi ils sont en mauvais état, pourquoi? Parce que aussi l'homme qui est à bord, il ne sait pas entretenir. Parce qu'il ne connaît pas comment le faire. Il ne sait pas entretenir. Donc il laisse le bateau sous norme. Quand je dis sous norme, le bateau n'est pas entretenu et puis il devient normalement, il ne respecte plus les normes. Et puis aujourd'hui, nous avons beaucoup d'accidents sur le domaine, sur des baleinières. Aujourd'hui, oui. Dans notre région, on utilise beaucoup de baleinières. Et la plupart des baleinières ici sont construites sans respect des normes. Et heureusement qu'au niveau de la Commission internationale du bassin du Congo, nous sommes en train d'y travailler parce que nous sommes en train de construire avec normalement l'appui de l'Union européenne des baleinières pilotes pour pouvoir en faire la promotion, pour pouvoir, avec l'objectif effectivement de sécuriser nos eaux. Donc il y a l'homme lui-même qu'il faut former et puis il y a l'outil qui est le bateau et qu'il faut apprendre à l'homme à l'entretenir et il faut normalement aussi des inspections, des contrôles. Les armateurs vous suivent. Un baleinière qui répond aux normes doit avoir quoi comme élément? Non, d'abord, premièrement, c'est par rapport à la construction, parce parce que la plupart de nos baleinières sont construites en bois. Ouais. Ok. Mais il y a des techniques de construction. Et comme quoi, on peut construire les baleinières sauf en bois. Oui, mais en fait, sauf les bois. Ouais. Quel est le matériel idéal qu'on peut construire le baleinière? Non, le bois aujourd'hui, c'est un matériau vraiment très important. Ouais. Il est bien adapté. Ouais. Mais par contre, en fait, le problème, c'est-à-dire qu'on utilise parfois le mauvais bois. Ok. On ramasse du bois par-ci, par-là, et puis on colmate, et puis on a construit notre baleinière. Okay? Et puis la structuration. Okay? Il y a la structure qu'il faut pour pouvoir normalement rendre notre bateau solide. Il y a des structures, donc il y a une structuration qui est adaptée selon les règles. Il y a des règles. Aujourd'hui, nous avons une réglementation pour la construction des bateaux dans les normes, qui a été normalement élaborée par la Commission internationale du bassin, donc la SICOS. Aujourd'hui, que beaucoup n'utilisent pas. En fait, normalement, la réglementation, les règles sont là. Il faut maintenant s'en servir. Ce qui fait que normalement, les baleinières sont construites avec des matériaux non adéquats, avec une certaine structuration qui ne répond pas aux normes. Donc les bateaux ne sont pas solides. Mais s'ils ne sont pas solides, parce que la solidité, c'est d'abord une des caractéristiques très importantes pour un bateau. Donc si le bateau n'est pas solide, et avec l'exploitation normalement, il se défait. Donc c'est l'une des causes des accidents, surtout normalement pour cet outil très important de désenclavement aujourd'hui, normalement nos baleinières, parce que ce sont elles qui sont capables de pouvoir aller dans des endroits où les autres bateaux ne peuvent pas y aller.
Mais aujourd'hui, il y a une solution avec la SICOS. Je vous dis en connaissance des causes parce que le projet il avance. Nous allons essayer de pouvoir effectivement régler ce problème. C'est les démarches que les États sont en train de faire. Exactement, c'est les démarches que les États sont en train de faire. En fait, les États sont en train de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je parle un peu des États de la Commission, parce que la Commission, c'est 6 États, dont la RDC, la RC, la RCA, le Cameroun, l'Angola, le Gabon. Donc, ces 6 États, mais qui mettent ensemble donc, des moyens et qui, aidés par donc, la Commission qui est au chevet des États pour pouvoir proposer, pour pouvoir normalement trouver des financements, parce que c'est pas gratuit tout cela. Donc il faut trouver des financements, il faut échanger avec des partenaires, il faut trouver des partenaires, des bailleurs qui pour nous soutenir dans ce sens, pour pouvoir mettre en place, parce que j'ai dit la sécurité c'est quelque chose de très important. Vraiment, la sécurité, c'est vraiment, on va dire, quelque chose que les États devraient regarder de façon de plus près pour pouvoir éviter tous les accidents que nous avons aujourd'hui ici. Mais il y a des solutions qui sont là, mais que les États ont commencé à pouvoir prendre le problème à cœur et qui sont en train de faire en ce moment, pour pouvoir un peu annihiler ou bien normalement diminuer, parce que vous savez le risque zéro n'existe pas. Si je peux me répéter, mais les États sont en train d'y travailler. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Oui, directeur, vous êtes expert dans les domaines d'aviation. Nous avons beaucoup de crashs qui se réalisent et lorsqu'on a crash, les experts recourent à la boîte noire. Parce que la boîte noire registre tout ce qui est information en cours du vol entre pilote et la tour de contrôle. Maintenant, dans les domaines de navigation fluviale, quand il y a naufrage, les experts recourent à quoi? Oui, en réalité, dans le domaine de la navigation, surtout maritime, nous avons aussi un semblant de boîte noire. Okay. Mais en fait, on peut dire normalement, il ressemble à une boîte noire. Nous avons un outil qu'on appelle normalement le VDR. VDR, c'est Voyage Data Recorder en anglais, en fait. Voyage Data Recorder. En fait, normalement, c'est un enregistreur de données de voyage. Okay. Qui existe déjà dans les bateaux. En fait, c'est international. C'est au niveau international. C'est au niveau international et c'est au niveau maritime. En plus, voilà. C'est au niveau maritime. Donc fluvial, il n'y a pas encore. Non, fluvial, il n'y a pas encore. Bon, vous savez, la réglementation au niveau fluvial, c'est les États eux-mêmes normalement qui doivent adapter. Parce que la réglementation commence par l'international. Okay. Donc nous sommes membres, nous adoptons ces réglementations et nous devrons essayer de prendre ce qui est au niveau international pour pouvoir essayer de pouvoir écrire notre réglementation nationale pour les petites unités, voir comment nous pouvons adapter. C'est maintenant le rôle des États. Mais sinon ça peut se faire. Ok, et c'est donc le système, comme pour répondre à votre question, le système existe, c'est le VDR. Même le VDR, en fait, c'est pas pour, même au niveau international, au niveau des navires, ce n'est pas pour l'ensemble de tous les navires. On a resté ça aux navires de plus de 3000 tonneaux de choses brutes. Hein. Okay. Le jeu c'est un peu le gabarit du bateau, donc c'est pas tous les navires qui sont obligés de l'avoir, parce qu'il y a une obligation pour les navires de plus de 3000 tonnes de jeux. Bon, maintenant il y a ouais, la sécurité, il y a le minima. La réglementation amène le minima, mais chaque État devrait normalement s'accaparer de cette réglementation pour pouvoir normalement faire une réglementation nationale où il pense ce minima là, il peut le mettre en maxima. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Ouais. Donc, si on a resté ça au niveau international pour les navires de plus de 3000 tonneaux de jeux bruts, pourquoi on a laissé ça au niveau international? Non, d'abord ça commence au niveau international. Avec les baleinières aussi, vous avez bien parlé, ça pose aussi des problèmes. Pourquoi n'avez-vous pas, étant les États,
pensé à faire un truc pour les baleinières aussi parce qu'on doit aussi avoir les informations sur les causes probables et peut-être des naufrages d'un baleinier. Oui. C'est très capital. Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Patricia. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas des démarches que vous, les États africains, surtout qui s'occupent de la navigation, devez aussi faire? Exactement. Je suis d'accord. Quand je dis je suis d'accord avec votre question, et c'est ce que j'étais en train de dire. Parce qu'au niveau international, on émet des textes, on émet des règlements, des codes, ok, qui sont censés normalement être pris par ces États qui signent, transposer ça dans leur réglementation nationale, vous voyez. Ok. Ok. Bon, maintenant, pour certains règlements, ok, quand on dit c'est applicable parce que l'Organisation maritime internationale qui édicte la plupart normalement des règlements sur la navigation maritime, donc se limite aux navires de plus de 500 tonneaux de jus brut. Mais aujourd'hui, nous avons des navires de moins de 500 tonneaux de jus brut qui naviguent dans nos eaux intérieures, qui naviguent dans nos eaux même maritimes, qui ne sont pas censés appliquer la réglementation internationale. Maintenant, c'est maintenant aux États, ok, de prendre ce qui a été édicté au niveau international, ok, de pouvoir, peut-être au moment, c'est plus fort, de pouvoir rendre ça adaptable, de pouvoir l'adapter dans son règlement national, pour pouvoir que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Voilà, ça c'est maintenant du ressort des États. Les États sont souverains, bien sûr. Mais ce qui est bien, au niveau de la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui Sanga, nous faisons cela. Nous avons écrit beaucoup de règlements qui, certains ne sont pas encore applicables aujourd'hui, que peut-être normalement il faut faire la promotion, que les États puissent normalement s'approprier. Et ce que le travail est en train d'être fait aujourd'hui avec l'appui de l'Union européenne par rapport à cela. Donc, nous y sommes, en train. C'est pas que les États ont baissé les bras. Ouais, parce que les États, il faut les conseiller, effectivement. Ouais. La commission. Il faut forcer parce que même si vous volez un vol domestique, vous avez toujours droit à la boîte noire. Exactement. C'est comme les baleinières qui balisent aussi dans les eaux africaines, surtout nationales, mais cela n'empêche pas que les jets puissent avoir aussi la boîte noire. Oui, on peut. Les naufrages sont inévitables. Exactement. Il y a beaucoup de naufrages, je suis d'accord avec vous, parce que nous, en 2012, à la SICOS, nous avons élaboré donc un document qui répertoriait un peu normalement les accidents dans la zone SICOS. Et effectivement, ce document disait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'accidents. Comme vous avez dit, il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, nous ne sommes pas sur les fleuves, sur les rivières, sur les lacs. Il y a beaucoup d'accidents que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup d'accidents. Ça, c'est connu de tous. C'est pour cela que normalement nous devrons écrire des règlements et nous devrons normalement et puis les faire appliquer. Je crois que normalement les États n'ont pas baissé les bras. Les États sont en train de travailler avec l'aide de la commission de la SICOS. Les États sont en train de travailler là-dessus. Mais peut-être un peu au départ, c'était un peu peut-être les moyens, parce que mettre toutes ces instruments en place, il faut des experts, c'est un peu les moyens. Mais sinon, effectivement, par rapport aux accidents, surtout les baleinières qui transportent beaucoup de gens, il peut adapter, ok, un VDR simple pour pouvoir mettre à bord de ces baleinières. Ça peut se faire, ok, ça peut se faire, mais avant de pouvoir y mettre, il faut d'abord mettre la réglementation qu'il faut. Il faut écrire la réglementation. Je crois que c'est bien noté en fait normalement. Il faudrait bien que les États puissent y suivre. Et je crois que les États ils sont là pour pouvoir normalement protéger les populations qui aujourd'hui qui naviguent sur nos eaux, surtout intérieures. Voilà. Quelles sont maintenant les recommandations que vous, étant expert, peuvent
faire au niveau de, je peux dire quoi, au niveau des sociétés de transport et aux sociétés de ports, parce qu'on a des sociétés de transport, mais dans d'autres pays, on a des sociétés de ports seulement. Donc les ports est géré par d'autres entreprises et les sociétés de transport fluvial surtout et aux armateurs, voilà. Ok, merci beaucoup. Trois recommandations. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je peux dire que normalement, moi, je suis vraiment un expert en sécurité de la navigation. Je suis un expert de l'État en matière de sécurité de la navigation. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Vraiment, on dit la sécurité, security first. La sécurité avant tout. La sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'ayant pas de prix, donc c'est un problème de l'ensemble de tout le monde. Et les navigants, et les armateurs, et les administrations publiques, et puis les administrations portuaires aussi, parce qu'ils reçoivent les bateaux. Donc, c'est un problème d'ensemble où tout le monde devrait mettre sa patte pour pouvoir sécuriser normalement nos fleuves, nos mers, nos eaux. Donc, l'état de navigabilité d'un navire ou d'un bateau, c'est d'abord l'armateur. Parce que quand il achète un navire, il achète un bateau qui a coûté cher, il ne veut pas que normalement ce bateau, dès qu'il sort du port, puisse aller couler. C'est un investissement qu'il a fait et qu'il va perdre. Donc l'armateur doit prendre en compte cela et doit sécuriser d'abord son outil. D'abord parce que c'est ce qui lui donne les moyens. L'État n'est là que pour pouvoir vérifier les normes. Aider effectivement certains armateurs à pouvoir normalement leur rappeler que voici l'état de votre bateau, il ne peut pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens. À l'intérieur, il y a la marchandise. Et la marchandise, c'est ce qui rend la chose plus intéressante parce que c'est l'économie, ça fait partie de l'économie du pays. Et aujourd'hui, le transport c'est un poumon. Le transport par voie d'eau, c'est un poumon de l'économie des États. Aujourd'hui, plus de 90% des marchandises sont transportées par voie d'eau. Donc, au niveau normalement... Mais en Afrique, par balinière, pas par beaucoup de bateaux. En Afrique, on n'a pas assez de bateaux. Mais oui, on n'a pas assez de bateaux, mais on a des bateaux quand même qui transportent. Donc, ces bateaux-là, c'est des bateaux privés, la plupart c'est des bateaux privés, qui sont gérés par les armateurs, mais qui doivent mettre la sécurité avant tout. Bon, on a parlé de la sécurité pour prévenir les accidents. Et puis la sûreté. Bon, aujourd'hui la sûreté c'est un autre domaine vraiment très parce qu'aujourd'hui la sûreté en fait est obligatoire seulement dans le domaine maritime. C'est pas encore dans le domaine fluvial, surtout pour nous ici en Afrique. Mais ça ne veut pas dire que les États aussi ne peuvent pas mettre quelques mesures de sûreté. En tout cas, les mesures de sûreté existent déjà. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au port, par exemple le port Ngobila, vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment. Mais s'il y a de la sécurité, des sécurités qui sont là pour vous empêcher de rentrer n'importe comment, ce sont des mesures de sûreté. C'est ça normalement les mesures de sûreté. Donc ça existe déjà. Maintenant, il faut développer cela. Parce qu'aujourd'hui, avec le terrorisme, avec la montée du terrorisme, aujourd'hui, les États ne sont plus protégés. Donc il faut ces mesures au niveau international doivent être transposées, adaptées pour que nous sécurisons nos navires, nos bateaux au niveau de la sécurité de la navigation et que nous rendons nos bateaux plus sûrs et nos installations portuaires plus sûres en ce qui concerne la sûreté. Donc les armateurs, donc les opérateurs privés doivent ensemble, que les États normalement se mettre ensemble pour pouvoir accepter d'abord, parce que souvent normalement ils pensent que quand les États mettent les règles, que c'est pour les embêter. Non,
Au contraire, c'est pour leur bien. Vous voyez, c'est pour leur bien. Donc, les armateurs devaient comprendre d'abord ça, et puis mettre. Et puis, aujourd'hui, nous avons cette école qui est censée normalement résoudre l'un des premiers problèmes de sécurité à bord des bateaux, qui est le personnel. Nous formons. Les armateurs devaient normalement s'approprier de cette école pour pouvoir envoyer leur personnel en formation. Parce que nous savons que la plupart du personnel qui navigue dans les bateaux est formé sur le tas. Ils n'ont pas la base sécuritaire. Donc les armateurs, c'est du ressort des armateurs de pouvoir normalement envoyer leur personnel pour se recycler. Parce qu'à chaque fois, donc le recyclage, chaque 5 ans, il faut revenir à l'école. Parce que la technologie, elle avance. Il ne faut pas rester derrière. Il faut avancer avec la technologie. Donc chaque fois, il faut se former. Et la formation, c'est très important. Donc les armateurs, donc ça c'est un message que j'envoie aux armateurs. Il y a l'école qui est là. Les États ont mis cette école pour qu'ils puissent résoudre un des problèmes. Et que même, j'ai dit le principal, parce que le gars, quand il est bien formé, il entretient bien le bateau. Il conduit bien le bateau. Il sait ce qu'il fait. Donc il sécurise le bateau. Et on évite des accidents. Vous voyez. Donc voilà un peu le message par rapport normalement aux armateurs et par rapport aux États aussi. Je veux dire normalement, il faudrait qu'on puisse faire plus de contrôle. Contrôle physique, contrôle physique effectivement des bateaux, contrôle vraiment physique. C'est-à-dire que normalement, pour pouvoir délivrer un certificat de navigabilité, il faut d'abord regarder l'état du bateau. Okay. Il ne faut pas normalement rester dans le bureau pour pouvoir normalement délivrer un document. Tu ne connais même pas le bateau. Il faut aller à bord, regarder les conditions avant de dire que tel bateau est apte à la navigation. Donc les États doivent intensifier les contrôles et les armateurs doivent comprendre cela, que normalement ça c'est fait pour eux. Parce que ce sont eux les propriétaires, parce que c'est leur gagne-pain. Parce que c'est ce qui développe normalement nos États, parce que c'est ce qui fait rentrer de l'argent, parce que ça fait partie de l'économie des pays. Voilà ce que je peux dire, mon message par rapport à cela, Madame Patricia. On me signale déjà, on avance vers la fin. Les pirogues font partie aussi des États. Ça, c'est une question en passant. La pirogue. Oui. La pirogue, le pirogue, donc tous les pirogues de la RDC fait partie aussi de votre secteur. Est-ce que les États tiennent aussi compte de ça? Oui, bon, nous d'abord au niveau du code de navigation intérieure CEMAC RDC, nous définissons déjà normalement toutes ces embarcations. Effectivement, par rapport à chaque type de bâtiment, la réglementation va être applicable ou non. Hein. Mais les pirogues, on en parle déjà, parce que effectivement, la pirogue, dès qu'il prend le fleuve, okay, il met déjà en danger, entre parenthèses, la vie de quelqu'un. Si le piroguier n'applique pas la base même de la sécurité, parce que là c'est vraiment des concepts vraiment très importants et très vastes. En fait, on n'a pas le temps de pouvoir en parler, parce que déjà quelqu'un qui monte dans la pirogue, il faudrait qu'il ait d'abord un gilet, voilà, parce qu'il peut tomber par-dessous bord. Donc à partir de là, normalement, c'est réglementé. Le code de la navigation réglemente. Il faut le gilet pour au moins normalement éviter cela. Donc les pirogues font partie aussi de toute la bagatelle que la réglementation prend en charge. Bon, maintenant, il faut des contrôles. Comme j'ai dit, il faut des contrôles pour pouvoir... vous savez, le voleur, qu'on mette tout, il y a toujours des voleurs. Hein? Donc le voleur aime toujours... voilà. Donc, mais avec le contrôle, on peut diminuer. On ne peut pas arrêter tout, mais on peut toujours diminuer. Et l'objectif, c'est de diminuer normalement les accidents et les incidents de navigation. Et ça peut se faire par la prise de conscience de l'ensemble, quand je dis de l'ensemble, les armateurs, les administrations publiques à charge de voies d'eau. Et des États. Oui, quand je parle des administrations publiques, ce sont les États. Oui. En fait, je parle des administrations publiques en charge de voies d'eau, ce sont les États en fait, au moment. Bon, l'État, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va un peu différencier. Donc, celui normalement qui a la casquette de pouvoir contrôler.
ok, c'est les administrations en charge de transport qui doivent contrôler la normalité. Ok, mais ça, il faut le faire de temps en temps. Il y a une formation pour les gens qui... les perroquets, je peux dire. Oui, nous organisons en fait le moment. Ici, il y a des formations ici à l'école. Nous organisons toutes les formations à la carte de recyclage à longue durée. Nous avons toutes les formations. Il suffit normalement qu'on ait des demandes. Dès qu'il y a un armateur, donc on nous demande, on peut concevoir tout de suite normalement une formation adaptée par rapport normalement à l'unité. Ouais. Et surtout, parce que pour les pirogues, c'est des formations de sécurité de base. Okay. Ah, on peut organiser des formations. Et cette école a été mise en place par la SICOS pour ça. Ok. Et la formation des perroquets, c'est pour combien de temps? Non, en fait, je ne peux pas vous dire ça comme ça parce que il faut regarder. Il faut d'abord regarder. Parce qu'il y a plusieurs types de pirogues. Il y a des pirogues motorisées. Okay. Il y a des pirogues non motorisées. D'accord. Donc, à partir de ce moment, adapté par rapport au type de pirogue. Voilà. Donc c'est des formations qui peuvent durer 3 jours, peuvent durer 1 semaine ou bien 2 semaines, ça dépend. Mais c'est des formations, on va voir par rapport aux pirogues motorisées, parce qu'il faudrait qu'ils apprennent aussi à entretenir le moteur de leur pirogue. Donc on va un peu ajouter un peu plus d'heures pour la mécanique. Pour les autres, pour le moteur, donc les pirogues normales, donc sans moteur, on peut mettre 2 ou 3 jours, tout simplement leur apprendre la base de la sécurité. Okay. Pour pouvoir se protéger et protéger aussi normalement le fleuve, pour protéger l'eau. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, normalement, il y a la pollution. Ouais. Ah, c'est un sujet vraiment délicat. Tout le monde jette tout dans l'eau parce qu'ils n'ont pas normalement une information. Donc, il y a des formations qu'on peut construire pour pouvoir normalement vraiment édifier, éduquer un peu tout ce personnel-là. L'école est prête et l'école est là pour ça. Voilà, directeur, très ravi d'avoir comme invité vous, expert à ces secteurs exclusivement de la sûreté, de la sécurité des navires. Je vous remercie. Je sais que vos portes seront toujours ouvertes pour nous, de la manière que nous continuons toujours à informer la population. Merci beaucoup, Madame Patricia. C'est moi qui vous remercie parce que, comme les gens disent peut-être que normalement la presse c'est le 4e pouvoir. Moi je dis le contraire, que la presse c'est le premier pouvoir. Parce que la presse peut déstabiliser et comme il peut normalement arranger. Donc vraiment, quand vous recevant ici, c'est un honneur pour mon établissement, pour l'Air Féminin, l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure, dont je suis le directeur, le responsable. Et puis pour la SICOS, la Commission internationale du bassin du Congo, qui lutte aux côtés des États pour pouvoir un peu sécuriser vraiment nos voies d'eau. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir ici. Et nos portes vous sont ouvertes. Quand vous voulez, venez, nous serons toujours avec vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Nous avons bel et bien été édifiés par la sûreté et la sécurité des navires. Vous avez bel et bien compris. Qu'est-ce qui fait que les naufrages puissent être répétitifs en Afrique? Vous avez eu la réponse. Je vous retrouve la semaine prochaine avec notre numéro. Nous avons eu l'honneur de recevoir le directeur général de l'école de navigation. C'est un expert à Vadou. Au revoir et bon week-end à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.